tout de suite, sans tarder. C'est Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvé. Aujourd'hui, le chapitre final de Richard Lewis. Je suppose qu'il ne se trouve pas un journaliste, vivant ou mort, qui n'ait rêvé au moins une fois d'écrire le grand roman américain. Le chef-d'œuvre qui pourrait lui valoir l'envie de ses confrères écrivassiers. Je ne fais pas exception à la règle. Le problème est que je passe beaucoup plus de temps à la taverne Saint-Paul, à débattre du mérite des blondes et des brunes, que sur le clavier de ma Remington portative. À chaque gueule de bois, je me dis que c'est la dernière, que je vais me mettre au travail sans faute. Disons, lundi prochain. Les tournées se suivent au comptoir, les semaines au calendrier, tandis que j'approche de la quarantaine en me persuadant que bientôt, très bientôt, j'attaquerai les premières lignes du grand roman américain. Ces rêveries arrosées auraient pu durer longtemps encore s'il n'y avait eu cette terrible affaire Mike Kelson. Quand elle prend la une des grands quotidiens nationaux, quelque chose fait tilt au tréfonds de ma mauvaise conscience. Je tiens enfin mon sujet. Mike Kelson, un enfant de la misère qui a viré voyou dès qu'il a été en âge de marcher dans la rue. L'itinéraire classique des maisons de redressement aux cellules de prison jusqu'à cette nuit fatale où l'officier de police Tom Klasky a croisé sa route. D'après son rapport, Tom Klasky, effectuant une ronde nocturne dans le parc municipal, entend ce qu'il décrit comme un hurlement de douleur venant d'un massif. À mesure qu'il s'approche, arme au poing, lui parviennent des bruits de lutte. Quand il arrive finalement à l'endroit critique, il voit un homme à l'agonie, la poitrine ensanglantée. Debout, près de la victime, Mike Kelson, un couteau en main, la lame rouge de sang. Naturellement, personne ne croit la version de Mike. Je passais justement dans le parc cette nuit-là, quand j'ai entendu des plaintes venant du massif. J'ai cru d'abord qu'il s'agissait d'un animal, mais je suis quand même allé voir. En fait, d'animal, c'était une jeune fille avec un mec couché sur elle. Le mec l'a menacé d'un couteau. Quand il m'a entendu, il s'est retourné contre moi. Alors, on s'est colleté et le couteau s'est enfoncé par accident dans le cœur du bonhomme. La gamine en a profité pour ficher le camp. Ben voyons, Mike. Quand on a mis les faits dans la balance, il est apparu que Mike Kelson avait un casier judiciaire aussi énorme que l'annuaire du téléphone, tandis que Bertram McLess, la victime, était un citoyen tout ce qu'il y a de respectable. Résultat, la chambre à gaz pour Mike Kelson. L'ennui, c'est qu'après que la nouvelle de son exécution est parue dans la presse, la fille du parc, une môme de 15 ans, est venue en sanglotant raconter son histoire à la police. Une histoire en tout point semblable à la version de Mike Kelson, de feu Mike Kelson. Erreur judiciaire, ça s'appelle. Voilà l'histoire. Mike Kelson, mauvais sujet, toujours du mauvais côté de la barrière, jusqu'à ce qu'il accomplisse le seul acte noble de sa vie qui, ironie atroce, l'amènera sans escale à la chambre à gaz. Je me mets immédiatement au travail, rassemblant tous les articles de presse que je peux trouver sur les événements et les personnages impliqués. Je dessine les grands axes et martèle ma machine à écrire jusqu'à m'en démolir le dos, jusqu'à même ne plus mettre un pied à la taverne Saint-Paul. Comme il se doit, la nouvelle circule. Comme il se doit, mes compagnons de comptoir me considèrent d'un drôle d'œil quand ils me croisent dans la rue. Écrire un livre, lui, quelle horreur! Leur mauvaise humeur m'amuse follement, jusqu'à ce que je m'aperçoive qu'on ne s'improvise pas écrivain sur un coup de tête, entre deux pannes de bière.
C'est ainsi qu'après des nuits et des nuits de travail, le livre commence à s'effriter entre mes doigts. En relisant attentivement, il s'avère n'être qu'une compilation d'articles de presse d'une banalité consternante. Une manière de mauvais plagiat, sans tripe aucune. Le drame, c'est que je suis allé trop loin. Et si je ne termine pas ce livre, je serai un sujet de plaisanterie jusqu'à la fin de ma vie, du moins de ma vie professionnelle. Horreur entre les horreurs, il me faudrait changer de bistrot. Peu à peu, une sourde rage remplace le désespoir et pour la première fois de ma vie, j'attaque le problème bille en tête et je m'acharne à le résoudre nuit après nuit, jusqu'à ce que je trouve où le bas blesse. J'ai fait de Mike Kelson un personnage falot, une sorte d'abstraction journalistique, au lieu d'un homme désespéré auquel le lecteur pourrait s'identifier. Ce que j'ai écrit vient tout droit de mon cerveau, sans passer par le cœur et les tripes. Tout cela manque de force émotionnelle. Le lecteur doit éprouver ce que ce pauvre type a ressenti les derniers jours dans le couloir de la mort, espérant de l'aide, attendant que quelqu'un rétablisse la vérité, espérant un miracle, conscient que chaque heure passée le rapproche de la chambre à gaz. J'ai besoin d'un chapitre final choc, d'un truc déchirant d'émotion. Et je sais très exactement ce que j'ai à faire pour rendre la véritable atmosphère du chapitre final. Le lendemain, à la première heure, j'entre dans la cage en verre de mon rédacteur en chef, Fred Tallman. Je prends mon souffle et je dis... Écoutez, Fred, j'ai besoin de 2 semaines de congés payés, naturellement. L'autre me regarde d'abord surpris. Mais vous êtes en congé payé depuis que vous êtes ici. Oui, bel exemple d'humour à la Fred Tallman. Non, mais je suis sur un livre, Fred. Oui, je sais, le grand roman américain, hein? Voyez-vous, il y a des jours où je le hais. N'empêche, je lui explique ce que j'ai en tête. Quand j'ai terminé, Tallman me regarde comme si mon discours l'avait enfin convaincu de l'état mental qu'il me soupçonne depuis toujours. Vous êtes cinglé, mon garçon. De toute façon, je ne pourrais pas faire ce que vous me demandez. Mais alors, Fred, tout le bruit que vous avez fait autour de vos relations, ces grosses histoires que vous nous avez sorties, tout ça, c'est du vent, alors, hein? Il me considère pensivement en hochant la tête et murmure finalement... Vous feriez pas le poids, mon garçon. Feriez pas le poids. Pensez à autre chose. Permettez-moi de vous prouver le contraire, Fred. Je vous en prie. Tallman fait la grimace et réfléchit pendant de longues minutes. Eh bien, soit, mon garçon. Soit. Mais ne venez surtout pas vous plaindre si vous vous payez une dépression nerveuse, hein? 2 jours plus tard, j'occupe une cellule dans la section des condamnés à mort à la prison fédérale. Bien sûr qu'il est bon de se documenter quand on commence un livre, mais quand la lourde grille d'acier se referme derrière moi, je me demande si je n'ai pas poussé le bouchon un peu loin. Comme vous le verrez dans quelques instants. Ma cellule comporte un lavabo, des water, une couchette et une chaise. Malheureusement, pas de cendrier. Interdit de fumer avant de passer à la chambre à gaz. Rigolo, non? Mon uniforme gris est affublé du numéro 242403. Je commence à trouver la force émotionnelle immédiatement. Le silence de mort du lieu, meublé de temps à autre par les gémissements étouffés, à peine audibles, de Boswell, le malheureux qui occupe la cellule en face de la mienne. Lui, il n'est pas ici pour rire. Dans 5 jours exactement, il passe de l'autre côté. Nous sommes, Boswell et moi, les seuls à occuper ce secteur, séparé de la prison du reste du monde, par une porte d'acier au bout du couloir. Nous sommes déjà
entre les vivants et les morts. Surtout Boswell, d'ailleurs. J'ai apporté une dizaine de cahiers d'écolier et 2 stylos. Je me mets immédiatement à écrire. Je suis en plein travail quand la porte du fond s'ouvre dans un claquement. L'heure du casse-croûte. Je jette un coup d'œil à mon poignet. Pas de montre. Interdit. Comme j'ai déjà pris un petit déjeuner et un déjeuner, je suppose que c'est le repas du soir. Un plateau est poussé à travers l'orifice horizontal de ma porte. En le prenant, je jette un coup d'œil au gardien et je sursaute. Je viens de croiser le regard de l'agent Tom Klasky, celui qui avait arrêté Mike Kelson et l'avait, par la même occasion, envoyé à la chambre à gaz. Klasky, que j'ai particulièrement éreinté dans un de mes derniers articles. Il croise mon regard mais ne semble pas me reconnaître. L'endroit et ma tenue, sans aucun doute. Klasky. Mais qu'est-ce qu'il fiche ici? Je me rappelle l'avoir tourné en ridicule dans mon papier, en l'accusant notamment de ne pas savoir faire la différence entre le cri d'une jeune fille affolée et un hurlement de douleur, ainsi qu'il l'avait déclaré. Mon article lui aurait-il fait un tel tort qu'il aurait demandé à être muté? Je baisse la tête, prends mon plateau et lui tourne aussitôt le dos. Il est préférable de ne pas avoir d'ennemis dans un tel endroit, n'est-ce pas? J'ingurgite un dîner à base de carton bouilli et de papier mâché avant de me remettre au travail pour quelques heures. Au milieu de la nuit, un cri d'animal blessé à mort me tire de mon sommeil. « Aidez-moi! Je vous en supplie, aidez-moi! Je veux pas mourir! Je veux pas mourir! Je suis innocent! Innocent !» Boswell. Le type qui doit y passer dans 5 jours. Je frissonne en regrettant d'avoir poussé le bouchon si loin. Mais, comme on dit, quand le vin est tiré, il faut le boire. Finalement, le gardien de nuit, suivi d'un petit type portant une sacoche, accourt et pénètre dans la cellule de Boswell. Le petit type lui fait une piqûre. Le médecin est condamné à mort. Boswell sent qu'il entame les derniers 100 mètres. L'instinct de conservation, ça s'appelle. La nuit suivante, les cris et les supplications sont encore pires, accompagnés d'horribles chocs mous, comme si quelqu'un se fracassait les poings tapés sur les murs. Je me lève de ma couchette et je vais à la grille, au moment où le gardien et le médecin passent, entraînant Boswell qui hurle de plus belle. Sans doute y a-t-il une infirmerie pour les condamner à mort. J'ai le temps de lire le numéro qu'il porte sur le dos de sa chemise, trempé de sueur. 22-22-00. La porte du fond se referme, replongeant le couloir maudit dans le silence. Un silence mortel. Je passe le reste de la nuit assis sur le bord de ma couchette, n'en pouvant plus de ne pas fumer. Ainsi, voilà par où Mike Kelson est passé. Le désespoir absolu. Je hoche la tête en pensant que j'ai enfin ce que je cherche, la force émotionnelle totale, le dernier chapitre. Je me rends compte aussi que j'ai une envie furieuse de ficher le camp. Je pourrais pas supporter une nuit de plus l'agonie nerveuse de Boswell. Dites à Warden Sims que j'aimerais sortir maintenant, dis-je le lendemain matin au gardien qui m'apporte mon petit déjeuner. Jamais quelqu'un ne m'a regardé avec autant de surprise. Oui, je suis censé être ici pour une semaine. Soyez gentil. Prévenez Warden. Il comprendra. Le gardien hoche la tête et revient une demi-heure plus tard, un paquet de vêtements sous le bras. Par ici. Je ramasse mes cahiers, mes crayons et je me précipite derrière lui jusqu'à une autre cellule dont il ouvre la grille. « Entrez !» dit-il en jetant le paquet de vêtements sur la couchette. Ce n'est qu'après que la grille se soit refermée violemment dans mon dos que je m'aperçois que cette cellule est celle de Boswell. Les vêtements sur le lit ne sont qu'un uniforme neuf. « Mais
C'est pas nécessaire, voyons. Prévenez le gardien-chef. Gardien-chef, il est en congé. Alors, appelez Fred Tallman, le rédacteur en chef du Herald. Hé! Mais l'autre a déjà franchi la porte d'acier. Pour un peu, je hurlerais comme Boswell, la veille. Finalement, je prends les vêtements et les inspecte distraitement. Un frisson d'horreur me glace quand j'arrive à la chemise. Au dos, en gros chiffres bien clairs, le numéro 22-22-00, le numéro de Boswell. J'essaie de me raisonner en me disant qu'il s'agit d'une petite erreur, d'une distraction. Je poireaute jusqu'à midi quand Fred Klasky m'apporte mon déjeuner. Monsieur Klasky, vous me reconnaissez, hein? Je suis le journaliste du Herald, celui qui a fait un papier sur vous. Klasky me considère les pieds à la tête et murmure. Je vous ai jamais vu, mon gars. Pour moi, vous n'êtes qu'un numéro, le 22-22-00. Non, mais soyez gentil, appelez le gardien-chef. Il est en congé, mon gars. Je regrette. Je sens mes cheveux s'entortiller sur ma nuque. J'agrippe les barreaux et je me mets à hurler, Dieu sait quoi. Plus tard, je m'assieds sur ma couchette. Les cordes vocales aussi molles que la purée froide figée dans mon assiette. J'ai soif. Soif de bière à la taverne Saint-Paul. Soif à en crever. Ouais, c'est peut-être pas le mot à prononcer ici. Une éternité plus tard, la porte du fond s'ouvre et se referme violemment. Mon cœur fait un bond, je plonge à la grille pour me trouver face à face avec un homme vêtu de noir, tenant un gros livre sous le bras. Non mais il y a erreur sur la personne, voyons. Qui que vous soyez, écoutez-moi, je ne suis pas Boswell, je ne suis pas Boswell, je ne suis pas le numéro 22-22-00. L'autre hoche la tête tandis que le gardien le fait entrer. Asseyons-nous, mon fils. Mon fils. Non mais c'est quand même pas la dernière confession. Non, il y a erreur, erreur! J'ai beau tenter de lui expliquer, il se contente de hocher la tête avant de me quitter une demi-heure plus tard. Soyez courageux, mon fils, me dit-il en sortant. Je suppose que j'ai hurlé pendant des heures et des heures, en vain. Finalement, un gardien, accompagné du petit homme frêle, le médecin de la prison, entre dans ma cellule. Je leur murmure des choses incohérentes. Je suis à bout de force, tandis que le médecin retrousse ma manche et me fait une piqûre. Le calmant n'a pas l'effet voulu, car j'erre des heures durant dans un no man's land effroyable. Tôt dans la matinée, 3 gardiens entrent qui m'emmènent. Je hurle, je me débat, mais les solides gaillards m'empoignent à bras-le-corps pour me traîner dans le couloir de la mort. Je pleure et je bave, ma tête allant dans tous les sens. Ils me font passer la porte d'acier et m'introduisent dans une pièce faiblement éclairée. Je distingue vaguement une rangée de visages estompés. Les témoins de l'exécution. De mon exécution. Je n'ai pas le temps de réagir car ils me poussent de force dans une petite pièce, une espèce de cabine qu'ils referment immédiatement. Non, c'est pas vrai. La chambre à gaz. C'est pas vrai. C'est pas vrai! Je retiens ma respiration le plus longtemps possible, les yeux fermés, jusqu'à ce que mon cœur soit sur le point d'éclater. En sanglotant, je finis par me laisser aller, par m'abandonner à la mort. Je respire une grande goulée d'air qui semble renfermer. Autant en finir tout de suite. Et il ne se passe rien. Rien. J'ouvre les yeux. La porte est ouverte. Dans l'encadrement, Fred Tallman, mon cher rédacteur en chef, qui rit à s'en décrocher sa tête d'idiot. Ça va l'inspiration, mon garçon? Avez-vous trouvé la force émotionnelle que vous cherchiez? Certainement, oui. Je l'ai trouvée. Grâce à Fred Tallman et à ses rigolos et très influents amis. Vais-je terminer le grand roman américain? Certainement. Certainement.
dès que j'aurai cessé de boire, et surtout, dès que mes mains cesseront de trembler. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, le chapitre final de Richard Hollis.